Radio J. Et dans l'air du temps, ce matin, j'ai le très grand plaisir de recevoir Alain Nedjar, qui est administrateur du Cercle de généalogie juive et organisateur du Salon de la généalogie juive. C'est le premier salon. Bonjour Alain. Bonjour Léa. La première fois que l'on expose sur la généalogie juive, et c'est votre idée. Oui, c'est une idée qui, devait être mise en œuvre depuis un certain temps, mais avec la Covid, on a dû reculer. Effectivement, c'est mon idée, et il s'agit du premier salon de la généalogie juive organisé par le CGJ, par le Cercle de généalogie juive, pour le Cercle de généalogie juive, et bien évidemment pour tous les visiteurs. Alors, le Cercle existe depuis près de 40 ans, hein ? Certes. Alors, comment ça se fait que c'est uniquement cette année ? Alors, en dehors du Covid, hein. Depuis 1984. Pourquoi cette année ? Parce que c'est le moment. Parce que, vous savez, je dirais que le monde aujourd'hui, c'est un petit peu comme une mer démontée. Hein, on s'en aperçoit tous les jours. Et je crois que c'était le moment, je dirais, d'avoir un ancrage. Et c'est une belle image. Je dirais que le salon de la généalogie juive, c'est, je dirais, le moment qu'il fallait choisir. Est-ce que vous sentez, vous, que depuis quelques années, en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit dans la presse, il y a un vrai engouement, un véritable engouement. D'ailleurs, que ce soit pour la généalogie juive ou pour la généalogie en général, on dit même qu'elle est en plein boom, cette généalogie. Oui, c'est-à-dire que elle est en plein boom parce que d'abord il y a eu une évolution au niveau de la communication grâce à l'Internet, grâce au fait que certains cercles de généalogie existent maintenant, donc on peut échanger davantage d'informations. Mais encore une fois, je crois qu'il y a une découverte de l'intérêt à se pencher sur le passé, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens où, le passé est lui-même, je dirais, porteur non seulement de sa propre histoire, c'est-à-dire l'histoire familiale, mais également de l'histoire du peuple juif en général. Et il était important que les recherches portent sur tous les pays, également toutes les époques, et c'est ce que le Cercle de généalogie juive effectue depuis des années. Non pas la généalogie d'une seule famille, mais la généalogie d'un groupe, des groupes juifs en général. Et oui, ça prend du temps. Puis j'imagine qu'il a bien fallu ces 40 ans pour parfois entrecouper les arbres, parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui recherchent l'histoire de leurs ancêtres. Et puis vous rassemblez toutes ces informations, j'imagine, et puis vous trouvez des branchages communs. Absolument. Les informations, elles viennent de très nombreuses sources. Oui. Ce qu'il faut, si vous voulez, en matière de généalogie, à un moment donné, c'est de fiabiliser l'information. Et fiabiliser l'information, cela signifie, si vous voulez, de ne pas faire simplement l'écho de la mémoire qui souvent nous trahit ou qui trahit même nos grands-parents qui ne se souviennent pas. Bon, donc si vous voulez, nous, au Cercle, nous recherchons les documents. Et ce sont les documents, nos documents sont la preuve, si vous voulez, d'une filiation. Et ce travail est un travail énorme, colossal, mais qui porte ses fruits, puisque au Cercle, nous avons maintenant des bases de données sur, des ensembles de populations de nombreux pays et qui portent sur une période de temps très importante. Et oui, et puis c'est un vrai travail d'historien. En vous écoutant, vous avez même des historiens qui travaillent avec vous. Nous avions reçu Pierre-André Meyer, par exemple, pour l'Alsace. Oui. Et puis ceux qui ne sont pas historiens, se soumettent à ce travail extrêmement rigoureux. Oui, alors c'est un travail rigoureux qui exige quand même énormément de temps et d'efforts, mais les membres de notre cercle sont des bénévoles, et par là même, qui dit bénévole, dit passionné, dit passion, et donc, si vous voulez, on consacre, on ne compte pas le temps, ni les heures, ni les minutes. Et d'autant plus qu'il y a des régions du monde qui sont beaucoup plus, simples, beaucoup plus faciles, où il existe énormément de documents, et d'autres peu. Je prends l'exemple, par exemple, du Maroc. Lorsqu'on avait reçu Raquel Lévy-Toledano, elle nous disait qu'au Maroc, il existe très peu de documents. C'est difficile, la généalogie marocaine, par exemple. Oui, elle est particulièrement difficile, comme vous l'avez dit, Raquel Toledano. À ce sujet, Raquel donnera une conférence le dimanche 20 au Mage concernant justement les Juifs du Maroc et l'ADN en particulier. Donc elle saura mieux que moi d'ailleurs vous parler avec précision. Et l'ADN, vous dites, c'est comme le fait MyHeritage, vous savez, ces recherches ADN. Je dirais la recherche ADN est une des méthodes, si vous voulez,
voulez, qui mène à la construction généalogique. Hein. Il n'y a pas que cela, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est important. Et si vous voulez, les rencontres entre plusieurs familles, grâce à l'ADN, sont des choses assez nouvelles, mais qui permettent effectivement d'aller encore un petit peu plus loin. En gros, l'ADN, ça donne des régions, mais la généalogie, ça donne des histoires. Tout à fait. C'est un peu ça la différence. Tout à fait. Hein. Et justement, si vous voulez, la généalogie donne des histoires, vous avez raison de le dire, parce qu'en réalité, la généalogie forme une espèce de squelette. Bon, de squelette ou d'architecture. Mais imaginons une architecture, il y a un moment donné où à chaque étage, on rentre dans les familles. Et si vous voulez, il y a beaucoup d'émotions je dirais, à ne pas s'arrêter à la seule architecture, mais plutôt à la vie telle qu'elle a été. Je vais vous donner un exemple. On visite très souvent des cimetières. On croit que les cimetières sont des endroits tristes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Car lorsqu'on réfléchit, que l'on regarde ce qu'il y a dans les cimetières, on s'aperçoit que ce ne sont plus des cimetières, mais des jardins d'éternité. Oh, c'est très joli, c'est très poétique. Oui, pourquoi? Parce que sur les stèles sont inscrits énormément d'informations. Parfois, il n'y a pas que les dates, mais on voit par exemple sur certaines stèles, et notamment en Alsace, me semble-t-il, il y a un peu d'histoire de la personne qui est là. Oui, il y a toujours une histoire de la personne. On peut retrouver bien sûr les ancêtres, le métier, la fonction, parfois d'autres informations finalement. Et ces informations-là, lorsqu'elles sont regroupées, lorsque par exemple un cimetière entier a été répertorié, cela nous permet, en croisant avec d'autres sources, de compléter d'une source à l'autre et d'avoir, je dirais, quelque chose de tridimensionnel concernant la personne, voire la famille. Oui, alors on va donner les dates, hein, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais les dates, soyez vraiment présents. C'est ce week-end, le week-end qui vient, les 19 et 20 novembre. C'est de 10h du matin jusqu'à 18h. Les journées de la généalogie, hein, le même terme que votre... Vous avez un journal aussi également, au Cercle, un très beau journal, alors, très dense. Nous édisons et nous produisons depuis longtemps un journal qui s'appelle Généalogie, et qui est tout à fait intéressant car on y décrit l'histoire de famille en entier. Et on découvre de nombreuses choses phénoménales. Et sur le plan généalogique, je vais vous donner un exemple qui est assez étonnant. Dans les tableaux, excusez-moi, que nous allons présenter, nous avons présenté les tableaux de certaines familles, c'est-à-dire les histoires de certaines familles. Et il y avait une rencontre étonnante que j'ai découverte. Si vous voulez, figurez-vous qu'en 1949, il y avait un paquebot qui amenait les Juifs en Israël. C'était le paquebot Nekba. On a étudié la famille Mitrani. La famille Mitrani, vous savez, c'est la famille Mitrani et la descendante du rabbin Baruch Mitrani de l'Empire ottoman, qui était à Edirne en Turquie. Bon. Avec les familles Béar, Beya, bon. Et nous avons également étudié l'origine et la généalogie de la famille de Jacques Darmon. Eh bien, en étudiant ces deux familles, on s'est aperçu qu'à un moment donné, ils ont pris l'exact même jour le même bateau pour aller en Israël. Et si vous voulez, ces recherches-là, eh ben, c'est ce qui permet, si vous voulez, ces rencontres et donner de la couleur, de la lumière et de la gaieté. De l'émotion. Voilà. Parce qu'on peut se rendre compte que finalement, les ancêtres d'un ami se sont retrouvés ensemble à un moment donné de leur vie, que l'histoire finalement se répète ou que les liens sont plus forts qu'il n'y paraît. Oui, hein, et c'est pour ça que le passé vaut le futur, quelque part. Oui. Alors, je donne quand même l'adresse du musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est au 71 rue du Temple, dans le 3e arrondissement. Hein, et ce sera bien les 19 et 20 novembre, où on va pouvoir d'abord découvrir des panneaux, Alain, des panneaux, et puis il y aura des conférences. Alors, dites-nous un petit peu, ou décrivez un peu nous exposons plus de 33 panneaux qui sont de véritables fresques de 2,50 m de haut par 1 m de large. Imaginez qu'il y en a 33. Et il y a également une fresque concernant la seule famille Dreyfus, Yves Dutheil. Et cette fresque, qui est une fresque de 5 mètres de long sur 3 mètres de haut, a été réalisée grâce aux membres du Cercle, Pierre-André Meyer notamment, Catherine Lévy, et comment dirais-je, et également la famille du Dutheil également. Yves Dutheil nous a aidés, ainsi que son frère Roland, et nous avons pu apposer sur ce grand panneau la dernière strophe d'une des chansons d'Yves Dutheil, justement sur Dreyfus, une chanson magnifique,
absolument magnifique et heureusement que Kiev nous a accordé cette permission. Et si j'ose dire, quand on pose sur papier ou sur fresque cet arbre généalogie, on visualise tellement rapidement et simplement les liens qu'il peut y avoir, et là, notamment entre Yves Dutheil et Dreyfus, et puis on voit qu'ils sont très proches. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils sont très proches, mais plus on fait de la généalogie, si vous voulez, plus on se rapproche finalement de ses ancêtres. Oui, c'est-à-dire ils ne deviennent plus des parents oubliés. Ils vous accompagnent. Et si vous voulez, finalement, la généalogie, ce n'est pas qu'une technique. Bon, il y a bien évidemment la technique, mais il ne faut pas s'arrêter à la technique. Il ne faut même pas s'arrêter à l'histoire de sa seule famille. Ce qu'il faut, c'est comprendre, savoir d'où on vient. Il est évident que quand on sait d'où on vient, on peut mieux, je dirais, savoir où on va. Oui. La semaine dernière, nous étions en compagnie de Serge Moiti, par exemple. Serge Moiti qui a perdu les traces de sa famille en raison d'un drame qu'il a vécu à l'âge de 11 ans. Et on sentait, on voyait son émotion. Pendant ces 2 jours, il va y avoir une révélation là. Ah, mais absolument, parce que si vous voulez, Serge est un ami et lorsque nous l'avions rencontré, nous avions discuté, nous avions lu, si vous voulez, son livre Village Jasmin. Également, comment dirais-je, il y a un film Village Jasmin qui avait été, comment dirais-je, écrit par un autre auteur dont le nom, je ne me souviens plus le nom. Et il y avait une telle émotion dans ce film. On a rencontré donc Serge, on lui a parlé des travaux que nous avons faits et on sentait les larmes perler dans les yeux de Serge, tellement cet homme, si vous voulez, a souffert de cette séparation de son passé, surtout à l'âge de 11 ans où il a perdu l'un et l'autre de ses parents. Orphelin à 11 ans. Oui. Orphelin à 11 ans et cette douleur finalement de ne pas connaître mieux ses parents, parce qu'il ne les a pas connus avant l'adolescence, je veux dire après l'adolescence. Cette douleur-là, on la sentait bien et on voit à quel point la généalogie peut, non pas peut-être refermer les plaies, mais en tout cas adoucir. Est une thérapie. Une thérapie. Une thérapie, vous iriez jusque-là. C'est vrai. Oui, je vous assure. Et d'ailleurs, Serge va donner une conférence avec mon ami Gilles Boulu de Paz le dimanche matin. Et justement, il va découvrir, parce que nous ne lui avons pas tout révélé, il va découvrir justement les traces de son passé. Et je pense que ce sera un grand moment, et pour Serge Moiti, et pour le Cercle de généalogie juive. Allez, dites-nous, les 19 et le 20, on va faire un petit peu le déroulé de ces journées pour que les gens qui nous écoutent sachent exactement quand venir et ce à quoi ils vont pouvoir se confronter, parce que parfois c'est peut-être sa propre histoire qui est mise en jeu. Oui, mais alors justement ces fresques vont être intéressantes parce que ce sont des fresques qui racontent plusieurs histoires. Vous savez, il y a une fresque assez extraordinaire, c'est l'histoire d'un grain de blé. L'histoire d'un grain de blé qui ne finit pas en farine. Et pourquoi il finit pas en farine? Parce que tout simplement, ce petit grain de blé de 8 mm, eh bien, quelqu'un a écrit dessus toute une strophe et pratiquement une dizaine de lignes sur le petit grain de blé. Alors, ce grain de blé, je suis allé le photographier chez Madame Eliane Ross-Schul, qui a eu la gentillesse de nous le montrer. Et nous avons, créé un panneau complet, une histoire complète autour de ce petit grain de blé. Bon. Et donc, il y a des histoires comme celle-ci qui sont à découvrir. Chaque panneau que nous allons présenter, chaque bannière que nous allons présenter, chaque tableau raconte une histoire. Donc, vous voyez, ça dépasse le cadre de la généalogie, mais c'est la généalogie qui a permis d'aller jusque-là. Il y a, par exemple, un exemple de transmission familiale, c'est celle d'un manuscrit du XIVe siècle, qui est le Mazoth de Barcelone, qui appartenait à Simon Benzema Durand de Palma de Majorque, qui était rabbin et médecin et grand rabbin d'Alger. Donc imaginez un manuscrit du XIVe siècle qui appartient à monsieur Jean-Paul Durand, qui l'a offert d'ailleurs hommage. Vous allez avoir toute l'histoire généalogique depuis le XIVe siècle de la conservation de ce manuscrit au travers des membres de la famille. Mais ça c'est rarissime, Alain, on est bien d'accord, parce que remonter jusqu'au XIVe siècle, je crois que je ne suis pas sûre que la généalogie juive puisse le faire pour mais c'est rarissime. Mais justement, encore une fois, nous ne sommes
pas dans la technique proprement dite. Oui, oui. Nous dépassons le stade de la technique et ces histoires étonnantes, on les découvre grâce au Cercle de généalogie juive, grâce à la revue Généalogie du Cercle de généalogie juive. Et si vous voulez, comment dirais-je, ce sont des sagas familiales que l'on raconte. La saga des Rickless. Vous savez, le Rickless qui est très connu. Oui. Rickless, qui est une famille juive. Donc, nous avons travaillé sur les Rickless. En l'occurrence, c'est mon épouse Liliane Nedjar qui a travaillé sur cette généalogie. Nous avons travaillé sur la saga de cette famille depuis le XVIIIe siècle. Bon. Et donc, on découvre des choses, des histoires totalement inattendues, grâce au fait que nous travaillons sur leur histoire. Alors, quand vous dites « nous travaillons », donc on récapitule, les documents, c'est d'abord les lieux, les cimetières. Après, les documents, c'est dans les mairies qu'on va les trouver, j'imagine, ou également dans les familles, les documents familiaux. Tout ça, ça demande du temps. Hein. Oui, mais bien évidemment. De toute façon, la première des choses, si vous voulez, c'est de faire parler les membres, les anciens de la famille. Bon, et voilà, une collecte, leurs documents, leurs passeports, les photos, et comment dirais-je, et les enregistrer si possible, parce qu'on oublie la parole. Il faut l'enregistrer. Alors il y a de très nombreuses autres sources qui sont l'état civil, qui sont comment dirais-je, les listes de circoncision quand elles existent, les ketubot. Bref, il y a au moins une trentaine de sources différentes qui permettent d'avoir ces informations. C'est ce que le cercle a fait de manière exhaustive. Et on les recoupe et on voit, voilà, comme exactement. ça on peut affirmer des éléments, des faits qui sont vraiment réalistes. Alors, on revient à ces journées de la généalogie juive. Donc, on va trouver des fresques murales où là, on va pouvoir découvrir ces familles. Il y aura des experts qui seront sur place également. Oui, alors nous avons des experts régionaux sur place qui pourront renseigner toute personne qu'elle fût débutante ou experte elle-même. On pourra leur donner des renseignements, la manière dont il faut commencer. Alors, il faut surtout que les visiteurs deviennent adhérents, car en devenant adhérents, ça va leur ouvrir des portes qui jusque-là étaient fermées. Et c'est ça. C'est-à-dire que si on veut rechercher, voilà, on est intéressé par ce salon, mais on veut surtout rechercher sur soi, sur sa famille, en devenant adhérent. Là, comme vous dites, toutes les recherches que vous avez faites, on va pouvoir les consulter. Ils vont pouvoir les consulter, entre autres grâce à des bases de données, à des bases de données très 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 importantes et très fiables, comme je le disais. Nous avons la base de données dite Beacon, une autre base de données dite Biquette, bref, nous avons plusieurs bases de données et qui contiennent des informations totalement inédites et qu'il est absolument impossible de retrouver seul. Et c'est pour cela qu'il faut adhérer, parce que si vous n'adhérez pas, vous n'aurez pas accès à ces bases de données. Si vous n'avez pas accès à ces bases de données, vous serez bloqué. Et oui, et on est très très vite bloqué si on le fait seul. Vraiment, la généalogie ne s'entend que quand on est à plusieurs, parce que justement, on peut retrouver des éléments de part et d'autre, parce que parfois les familles elles voyagent, donc on ne sait pas dans quelle région finalement on va retrouver des infos. Et bien sûr, si vous voulez, grâce aux travaux que nous avons faits, nous contractons le temps en un seul lieu, si vous voulez. C'est unité d'action, unité de lieu. En l'occurrence, pour faire sa généalogie seule, il faudrait des années, sinon des dizaines d'années, sinon l'existence entière. Bon, grâce au cercle, nous raccourcissons ce temps. Et c'est quand même, je dirais, un vrai cadeau que nous offrons. Alors les conférences, hein, vous avez parlé d'une conférence, il y en aura plusieurs. Oui, alors il y aura plusieurs conférences. Il y aura des conférences le matin. Une des premières conférences, comment dirais-je, a pour titre « Diversité génétique et origine ancestrale des Juifs marocains ». Alors cette conférence va être dirigée par le docteur Raquel Lévi-Toledano, qui est présidente et fondatrice de l'association Najma, co-administratrice d'Avoteinu DNA, ainsi que le docteur Patrick Atlas et Adam Brown, qui est administrateur de la fondation des DNA de Avoteinu aux États-Unis. Alors, après, il va y avoir un moment fort qui va être un exemple de trajectoire familiale, la généalogie tuniso-livournaise avec Serge Moiti, ou bien Le Temps retrouvé, grâce aux recherches menées conjointement avec Liliane Nedjar, Gilles Boulu, le Cercle de généalogie
et moi-même. Ça, c'est à 11h30, hein, 11h30, Oui, 12h30, 11h30, dimanche, voilà. pour découvrir en même temps que Serge Moiti, si Oui, j'ose oui, dire, oui, oui. les traces de son passé. Alors, ça commence à 10h30 pour la généalogie génétique et à 11h30 pour Serge Mmh. Moiti. Ah oui, et donc là, on aura vraiment donc la présence bien sûr de Serge, Oui. qui va découvrir, eh bien, certains éléments que vous avez vous trouvés, et bien sûr, comment dirais-je? Consolidés, hein, Oui, que l'on a consolidé. Alors, on a quand même dit à Serge que nous sommes remontés pratiquement jusqu'au XVIIe siècle, mais nous ne sommes pas entrés dans les détails parce que nous voudrions, je dirais, voir, lorsqu'il sera à la conférence, voir sa réaction, son émotion, et je dirais, on le fait languir. C'est terrible ce que vous Voilà. faites. Est-ce que vous avez, également transmis à Yves Dutheil, l'arbre généalogique, Oui, que vous avez, bien évidemment. C'est-à-dire que, si vous voulez, Yves Dutheil d'abord nous a fourni certaines photographies familiales, oui. autorisé, je dirais, comment dire, à écrire la strophe de sa chanson, et également ça a permis de consolider l'arbre puisqu'il avait des informations. Cependant que Pierre-André Meyer avait largement travaillé sur cet arbre avec la fiabilité qu'on lui connaît. Oui, oui, alors j'imagine là aussi que pour lui, ça a dû être un moment d'émotion, que de voir vraiment réellement au-delà, hein, d'Alfred Dreyfus, hein, ça remonte quand même pas mal, assez loin, hein. Ah ben oui, tout à fait. Et si vous voulez, la fresque que nous avons fait quand même de 5 mètres de long sur 3 mètres de haut, Oui. modestie mise à part puisque c'est moi qui l'ai réalisée, Oui. et bon, je la trouve magnifique. Bon, Eh ben, on ira la voilà, voir. je la trouve magnifique. On ira la voir. C'est donc au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et ce sont les 19 et 20 novembre prochains, du matin 10h jusqu'au soir 18h, pour aller découvrir ces fresques et puis écouter les superbes conférences. Essayer de se renseigner aussi sur sa propre famille, hein. On pourra peut-être essayer de trouver quelques-uns de ses membres, on ne sait jamais, sur les Absolument. photos. Les photos sont faciles à trouver? Pas Pardon, toujours. Les photos, est-ce qu'elles sont faciles à les trouver? photos familiales, vous voulez dire? Oui. Oui, ben, c'est-à-dire elles sont pas toujours le problème. On peut les trouver, mais on ne sait pas toujours qui est sur la photo. Ah Donc c'est oui. la raison pour laquelle il faut faire parler et écrire, mais mettre les dates, c'est très très important. Eh bien, on saura tout 19 et 20 novembre prochain pour le salon de la généalogie juive. Merci Alain. Je rappelle que vous êtes Alain Nedjar, administrateur, pardon, du Cercle de généalogie juive. À bientôt. Merci Léa.